L'investissement responsable s'impose aux sociétés de gestion. Impact et perspective. Donnons dès à présent la parole à Pierre Brunet. Bonjour à toutes, à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'ISR, de l'investissement socialement responsable. À une époque, ça pouvait sembler être une mode. Aujourd'hui, je pense que ça s'est complètement imposé dans le paysage de la gestion. En tant que CGP, on a parfois un petit peu de mal à s'y retrouver, à savoir comment appréhender cette matière un peu nouvelle et qui sort de nos prismes habituels. On parle de responsabilité, on parle d'humain, d'environnement. Bref, on a un peu de mal à y voir clair et aujourd'hui, on a 4 spécialistes de l'ISR qui vont essayer de nous aider à nous y retrouver et surtout à faire les bons choix. Alors, je vous laisse vous présenter rapidement à la fois vos maisons et surtout l'historique en matière d'ISR de vos boutiques. Alice, Volontiers, bonjour à tous, merci beaucoup de m'avoir invitée. Donc, je m'appelle Alice Labou, j'ai fondé une société de gestion qui s'appelle Trecento Asset Management en 2012, donc ça commence à faire un moment. Et on a toujours cherché à donner du sens à l'investissement, à la fois en créant des fonds thématiques, un fonds sur la santé, un fonds sur la robotique, pour que tous les clients, du client particulier à l'investisseur institutionnel, adhèrent à ces investissements en comprenant ce dans quoi il est investi. Et par ailleurs, dans notre processus d'investissement, on a tout de suite cherché à ne pas rester financiers, mais à faire intervenir à nos côtés des personnalités de l'économie réelle pour nous faire un retour terrain, donc un comité scientifique pour notre fonds scientifique, enfin pour notre fonds santé, un comité d'experts robotiques, des gens qui travaillent dans la robotique qui nous font un retour terrain. Et donc c'est vrai qu'assez rapidement, voulant donner du sens à l'investissement et avoir une forme d'impact positif sur le monde, on va dire, on a aussi été signataire des PRI en 2015, puis on a obtenu le label ISR, le label français pour nos fonds, il y a un peu plus d'1 an. Voilà. Léa Dunant-Châtelet, donc je suis gérante, je dirige également la gestion investissement responsable chez DNCA. Donc DNCA qui est une société de gestion de type, on va dire, boutique, avec plutôt une approche de gestion de conviction à l'origine, un peu plus de 20 ans d'existence. L'ISR chez DNCA, c'est assez récent, c'est pas quelque chose qui a été lancé, je dirais, depuis l'origine. On a signé les PRI, comme vient de mentionner Alice, en 2017. Et puis on a lancé une gamme de fonds ISR en 2018 qui s'appelle la gamme Beyond pour investir au-delà avec une démarche dont on aura l'occasion de reparler un petit peu plus tard. Aujourd'hui, on a pris 2 grandes décisions chez DNCA en matière d'ISR qui me semblent importantes de mentionner aujourd'hui. D'abord, le passage au tout ISR, et c'est ce qui va peut-être expliquer que demain, l'ISR ne sera plus vraiment ce qu'il a été ces 20 dernières années. Et puis, le fait de commencer à piloter notre trajectoire 2 degrés, puisque je crois qu'un des sujets du moment, au-delà de l'investissement socialement responsable, ça va être le climat qui est en train de devenir un enjeu à la fois de société, mais un enjeu aussi d'investisseurs. Donc 2 grandes annonces pour DNCA qui poursuit son chemin dans l'investissement responsable. Je me présente, Colline Pavot, responsable de la recherche ESG à la Financière de l'Échiquier. La Financière de l'Échiquier, c'est une société de gestion entrepreneuriale et engagée en faveur de l'investissement responsable depuis plus de 12 ans maintenant. L'intégralité de nos encours intègre des critères ESG dans leur gestion de façon plus ou moins contraignante. On est signataire des principes pour l'investissement responsable de l'ONU depuis 2008, ce qui était assez novateur à l'époque. Et aujourd'hui, plus de 50% de nos encours sont ISR. Bonjour à tous, Marie Lasseigneur, je suis gérant crédit sur la catégorie Investment Grade et High Yield, notamment sur des fonds à maturité. Je suis également responsable de l'ESG pour le Fixed Income et le Cross Asset chez la Française Asset Management. Donc la Française est engagée sur l'investissement responsable depuis plus d'une dizaine d'années, au travers de différents fonds, puisque c'est dans notre ADN, mais il y a une transformation au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on s'est concentré dans les 5 dernières années à construire une gamme Carbon Impact qui est orientée vers le changement climatique. Et on a décidé également d'investir dans notre centre de recherche sur la recherche ESG, qui fait l'analyse fondamentale des sociétés main dans la main avec la gestion. Merci. Alors, pourquoi s'intéresser à l'ISR aujourd'hui, si certains se posent encore la question ? Colline, est-ce que vous pouvez nous dire les grandes lignes, les principales raisons pour lesquelles s'intéresser à l'ISR aujourd'hui ?
Oui, alors la première raison, c'est je pense que tous nos partenaires CGP s'en rendent de plus en plus compte. Il y a une demande croissante et une prise de conscience croissante du grand public en faveur de l'investissement responsable. Cet intérêt, il est aussi poussé par la réglementation sur le sujet, par exemple la loi Pacte, qui a contraint l'ensemble des assureurs à proposer depuis le 1er janvier de l'année dernière au moins un fonds ISR dans chacun des contrats d'assurance vie distribués, mais aussi parce que qui dit ISR dit aussi performance, même si c'était une idée reçue qui était jusqu'alors assez ancrée dans l'esprit de la plupart des épargnants. Aujourd'hui, il y a de nombreuses études, dont l'une que l'on mène de façon annuelle à la financière de l'échiquier, qui montre bien que ISR et performance ne sont pas incompatibles, bien au contraire. Pour vous donner un peu une idée, cette étude que nous produisons à la financière de l'échiquier compare la performance des meilleurs émetteurs d'un point de vue environnemental, social et de gouvernance avec un panier d'émetteurs les moins bien notés sur ces critères-là. Et sur plus de 11 ans de mesures de performance, la performance du meilleur portefeuille est de plus de 3 fois supérieure à celle des émetteurs ayant les moins bonnes notes ESG. Donc on se rend compte que prendre en compte des critères ESG de façon contraignante dans la gestion est un facteur de performance. Et ces dernières années, ce facteur de performance, il s'accélère parce qu'il y a aussi des dynamiques de flux, des dynamiques réglementaires qui permettent d'attirer les capitaux vers ces bonnes entreprises d'un point de vue ESG. Parfait. Et justement, à propos de la loi Pacte, Alice, comment la loi Pacte a pu aider l'ISR ou le mettre sur le devant de la scène ? Nous, on a aussi développé une activité d'épargne salariale et c'est vrai que dans le cadre de l'épargne salariale, en fait, on propose évidemment toujours une option d'investissement socialement responsable et c'est certain que la suite de l'histoire dans l'investissement dit retail, c'est quand même une quote-part assez significative sur l'ISR, à la fois grâce à la loi Pacte, mais aussi dans les plans d'épargne salariale. D'accord. Alors, l'ISR a effectivement aussi un avantage, je crois, c'est par rapport aux risques extra-financiers. Donc, à la limitation des risques, qui est un peu notre dada. Nous, les CGP, nos clients ont quand même parfois une certaine peur du risque. Léa, je crois que vous avez travaillé sur ce sujet. Je crois que pour comprendre un petit peu quelle est l'attente de ce type de client aujourd'hui, il faut avoir 2 notions en tête dans l'ISR, parce que finalement l'ISR, ça parle à personne. La première chose, c'est quelle est la question que se pose un épargnant ? Si je vais sur un fonds ISR, il veut des entreprises qui ne sont pas controversées, qui ne vont pas faire face à des enjeux réputationnels forts, en gros, qui ne vont pas faire la une des journaux. Ça, je vais y revenir tout de suite sur la partie risque. Et puis la deuxième chose, c'est qu'il souhaite des entreprises qui ont une contribution au développement durable. Finalement, ces 2 notions, l'ISR et le développement durable, sont totalement interconnectées, mais en fait, on ne les rapproche pas souvent. Alors le risque, c'est important, oui, c'est très important. Et la raison pour laquelle c'est important, je crois que l'année 2020 en est emblématique. Les controverses, c'est à la fois quelque chose qui pose problème d'un point de vue éthique, on va dire. Donc, on a eu Wirecard en tout début d'année, un grand scandale, on va dire, financier, de controverses, de malversation. Vous aviez eu Carlos Ghosn et Renault il y a quelques années. Vous avez eu le patron de Rio Tinto encore l'année dernière qui va exploser des sites aborigènes en Australie et ça ne convient pas ni aux gouvernements locaux, ni aux personnes qui investissent dans cette entreprise. Bref, les exemples se multiplient. Ça, c'est une première chose. Il y en a beaucoup plus qu'il y a une vingtaine d'années parce que les réseaux sociaux, pour plein de raisons, et surtout, et c'est là que ça devient intéressant, ça a un impact financier. C'est-à-dire qu'il y a encore 10 ans, les impacts financiers des aspects extra-financiers, donc l'environnement, le social ou la gouvernance, ces risques-là, ils étaient concrets lorsqu'on parlait de gouvernance. Un départ de patron inattendu, une malversation financière, ça a un impact sur un cours de bourse. Aujourd'hui, vous parlez d'une maison de retraite qui fait face à des enjeux Covid et qui va avoir des problèmes de réputation. C'est facilement moins 10 ou moins 15 en bourse au moment où l'annonce est faite. Et ces enjeux-là, eh bien, l'ISR permet de les anticiper, d'une part, mais aussi de finalement les éviter, d'avoir donc des portefeuilles qui vont être moins volatiles, moins risqués, et puis après, potentiellement de créer de la performance, mais ça aussi, on en reparlera, je pense. Oui, alors effectivement, à propos de performance, il y a aussi les flux. Je crois, Marie, que c'est un sujet qui... Vous travaillez pas mal avec des institutionnels. Oui, alors il y a la performance qui devrait forcément être tirée des actifs dans lesquels on investit, comme expliquait Léa, puisqu'il y a les risques, mais il y a aussi les opportunités qui sont liées à toutes les thématiques aujourd'hui de l'ISR. Mais au niveau donc nous, ce qu'on voit au niveau du tissu de clients institutionnels, c'est que
au niveau global, il y a eu 3 fois plus de flux qui ont été vers des fonds ESG l'année dernière que vers des fonds traditionnels. Et notamment sur la classe d'actifs du crédit, puisque je travaille dessus, on voit là que les proportions sont énormes. On passe vraiment de fonds classiques qui n'ont pas collecté vers des fonds ESG, donc c'est-à-dire au sens ISR au sens large, qui ont collecté à plus de 140% sur l'année. Donc vous voyez que là, c'est un facteur technique de soutien évidemment à la performance de ces classes d'actifs. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que nos actifs, donc les entreprises dans lesquelles on investit, que ce soit au travers de la dette ou au travers des actions, elles vont bénéficier également des plans de relance qui font suite à la crise qu'on est en train de vivre. Les plans de relance qui font suite, on l'a vu en Europe avec le plan Next Generation EU, mais est-ce que ça, concrètement, ça va aider les entreprises qui aujourd'hui investissent vers des technologies de transition, vers des actifs qui vont leur permettre de réduire leurs émissions carbone, et cet accès au financement et cette réduction du coût du financement va participer également à leur performance financière. D'accord, très bien. Et du coup, est-ce que les banques privées étaient un peu comme les CGP, pas très axées sur ce sujet jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a un changement de doctrine à ce propos? Par exemple, Léa, je crois que vous... Alors, oui, là, si on parle des doctrines de type la régulation de l'autorité des marchés financiers, c'est ça là dont on parle, donc de l'AMF, bien. La doctrine évolue pour une raison simple, il y a eu une course à la labellisation et à la création des fonds ISR, et voire même surtout de la conversion de fonds ISR. C'est-à-dire que là où on était, j'allais dire, une dizaine de personnes à travailler sur ces sujets au début des années 2000, et il devait y avoir à peu près une trentaine de fonds, je crois que cette année, il y a eu probablement plus de 200 ou 250 fonds proposés à la labellisation et proposés à l'AMF pour se transformer en ISR. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit on est en train de rendre ce sujet obligatoire et donc finalement transversal, c'est-à-dire est-ce que finalement lorsqu'on fait l'analyse d'une entreprise, on est obligé aussi, en plus de ses états financiers, d'aller regarder son comportement vis-à-vis de ses salariés, de ses fournisseurs, de toutes ses parties prenantes, et donc de faire une analyse extra-financière? Je crois que oui, on en est là aujourd'hui. Et ça, c'est la doctrine de l'AMF qui va séparer cette approche, qui est une approche finalement d'intégration, qui est très proche du label ISR, malheureusement, celui qu'on connaît aujourd'hui, pas très exigeant en réalité, et puis une approche qui est beaucoup plus centrée autour d'une philosophie de gestion liée à l'impact, c'est-à-dire mesurer la capacité de générer une contribution positive, soit sur l'environnement, soit sur le social, soit sur le sociétal. Et ça aussi, la doctrine de l'AMF l'explique. Et donc on est en train de reséparer le monde en deux avec des niveaux d'exigence un petit peu plus précis. D'accord. Si je peux me permettre de rebondir sur ce que dit Léa, ça a l'avantage d'harmoniser le tissu de fonds aujourd'hui tout de même qu'on a, puisque un des gros problèmes dans l'ISR, c'est les définitions et d'identifier les différences entre les différents fonds. Et ça, on le sait tous, et je pense qu'on est tous d'accord sur un fonds ESG, d'un fonds thématique, comment on le comprend et comment on le mesure. Et cette doctrine, je pense qu'elle a de positif de donner des objectifs mesurables et un seuil d'ambition assez élevé, puisqu'on doit démontrer quand même, en tant que société de gestion, qu'on fait un effort raisonnable vers cette idée d'impact. Oui, Colline, vous êtes d'accord aussi ? Oui, tout à fait. Je pense que grâce à cette doctrine, même si elle a certainement des défauts et qu'elle met en mouvement et en branle les sociétés de gestion sur le sujet, elle a une des vertus qui est qu'aujourd'hui, grâce à elle, on va pouvoir dire de façon homogène ce qu'est l'ISR et ce qu'est l'intégration ESG. Il y aura toute une diversité d'approches, mais au moins il y aura un socle commun minimum pour l'ensemble des sociétés de gestion qui voudront se targuer de faire ou de l'ISR ou de l'intégration ESG. Et ça, c'est quelque chose de très positif pour les conseillers en gestion de patrimoine qui souhaiteraient mieux comprendre ce marché. Ça leur permet d'avoir vraiment deux grandes catégories de fonds auxquelles ensuite ils peuvent aller creuser davantage s'ils le souhaitent. Alors, notre grande problématique en tant que CGP, c'est comment s'intéresser à l'ISR, comment décrypter les différentes maisons, justement. Est-ce que vous pouvez nous parler chacune de vos méthodologies de travail, Je peux commencer avec plaisir. Alors, je pense que déjà, moi, j'ai une approche qui est une approche dite propriétaire. Qu'est-ce que c'est une approche propriétaire ? C'est pas d'avoir un modèle qui vous donne une note parce que ça, tout le monde le fait et tout le monde va dire qu'il a un modèle propriétaire. La question, c'est d'où viennent les données. Les données, en tout cas chez DNCA, sont des données d'entreprise exclusivement. Donc, nous n'utilisons pas ces fameuses grandes agences de notation qui vont vous expliquer quelle entreprise est bien positionnée sur le développement durable ou mal positionnée. J'invite tous ceux qui ont l'occasion de le faire d'aller regarder des notations sur Bloomberg,
il faut avoir Bloomberg, mais sinon demandez à vos commerciaux ou les personnes qui travaillent avec vous, et de sortir par exemple la note d'une société comme ArcelorMittal sur Bloomberg. Vous serez très surpris de voir que ArcelorMittal, qui a priori, je pense, fera l'unanimité ou presque sur le fait que ça ne coche pas toutes les cases de l'environnement, du social ou de la gouvernance, en général, c'est une société qui a entre 8 et 9 sur 10 selon les agences de notation. Donc, premier aspect chez nous, on n'utilisera jamais les agences de notation. Notre métier, c'est de connaître les entreprises, c'est de dialoguer avec elles et c'est de faire exclusivement, finalement, de l'analyse fondamentale. Deuxième aspect de notre approche, eh bien, c'est qu'elle est open source. Et oui, le problème de l'ISR, c'est la black box, en fait. Donc, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on mouline et à la fin, on vous donne une note de A, B, C, D ou de 9 sur 10 pour un fonds. Ça ne veut rien dire. Et on peut faire ce qu'on veut avec ça. Donc, le modèle est ouvert. On fournit l'intégralité de nos analyses à ceux qui le souhaitent parce que c'est très important de comprendre ce que l'on met dans nos portefeuilles et pourquoi. Et puis, bien sûr, on a des reportings d'impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la totalité des positions que l'on a dans tous les portefeuilles ISR est en ligne, avec un reporting qui explique précisément l'activité de l'entreprise, sa contribution environnementale ou sociale, ses indicateurs d'impact, et puis on les agrège. Et à la fin, on est capable d'expliquer qu'un fonds, eh bien, pour un certain montant investi, va pouvoir permettre de soigner un certain nombre de patients, d'éviter une certaine quantité de CO2 émise, de financer de la recherche médicale, de financer des énergies renouvelables, et tout ça est précisé en ligne à ligne pour l'intégralité des positions. Pour moi, aujourd'hui, l'ISR, c'est ça. C'est-à-dire que c'est éviter, justement, par la transparence, le greenwashing de tous ces acteurs qui, depuis 2 ou 3 ans, ont décidé de faire de l'ISR. Et d'un point de vue marketing, c'est assez facile. C'est également le cas pour les entreprises dans lesquelles on investit. Donc, notre métier, c'est de détecter ce que font les entreprises, de s'assurer que c'est bien stratégique et pas marketing. Et bien évidemment, pour nous, en tant que gérants, eh bien, de faire des choses qui sont stratégiques et pas marketing. Très bien. Alice, quelle est votre méthodologie ? En fait, c'est une méthodologie assez classique qui respecte donc le label d'État. Mais même, pour aller plus loin que de parler des sujets de méthodologie pure, parce que tout le monde quand même les connaît, on en parle régulièrement. C'est juste qu'à mon avis, en fait, le sujet, c'est d'être aussi centré sur le client. C'est de se dire, en fait, le client, et d'ailleurs, on est ici aussi pour parler de ça, puisque l'auditoire est plutôt, évidemment, constitué de conseillers en gestion de patrimoine qui font face aux clients. Et la question, c'est comment faire adhérer aussi le client. Parce que simplement dire que les gens ont envie d'acheter de l'ISR, moi, je ne suis pas certaine que ce soit totalement vrai. Ils en entendent parler, ils se disent, quitte à investir de l'argent, autant que ça ait un impact positif sur la vie de tout le monde. Mais la question, c'est comment faire en sorte que le client, en fait, se sente vraiment en adéquation avec ses investissements. Donc, les méthodologies développées, et celle de DNCA est clairement très brillante, et tant mieux. Les méthodologies développées, déjà, donnent vraiment des garde-fous importants, une forme de sécurité pour le conseiller en gestion de patrimoine, donc pour le client, dans le process. Il y a évidemment tout le suivi des controverses qui est très important. Et c'est sûr que nous, on travaille sur des thématiques comme la santé ou comme la robotique, qui évidemment peuvent être sujets, en tout cas certaines sociétés peuvent avoir des sujets de controverse qu'il faut pour nous énormément suivre. Mais je crois que vraiment, le point déterminant, c'est que le client comprenne en fait que finalement, il peut gagner de l'argent, même en ayant un impact positif sur le monde. Et c'est à tout cela en fait qu'on travaille, je crois, toutes les 4. On n'est pas les seuls à le faire, mais c'est aussi pour ça, je pense que vous nous avez invités. Oui, tout à fait. Voilà. Et donc, Marie, vous avez plus un accès crédit. Et du coup, la méthodologie est la même. Comment vous fonctionnez en interne ? Alors, c'est le marché du crédit, notamment du high yield, vu qu'il y a beaucoup d'entreprises dont le capital est privé, n'est pas exactement la même que pour les actions. Mais au départ, la façon dont on a construit notre gamme Carbon Impact, ça a commencé par les actions en 2015. Encore une fois, nous, on s'est vraiment engagé sur le changement climatique en thématique spécifique. On a commencé par les actions, on a voulu ensuite intégrer le crédit, c'est là où j'arrive, puis la dette souveraine également. Et sur le crédit, donc sur les fonds à haut rendement, à maturité notamment, ce qu'on voit, c'est que dans ces entreprises-là, qui sont plus petites, on peut potentiellement trouver de la valeur qui nous différencie un petit peu plus du reste du marché. Je m'explique ici. Léa parlait justement des agences qui donnent de la donnée extra-financière. On a fait, nous, le même pari d'avoir un modèle propriétaire en interne avec des humains qui font la recherche sur les entreprises sans utiliser de modèle externe.
en allant en direct auprès de ces entreprises et en faisant le travail d'investigation, de questionnement et d'engagement, d'évaluation, on est capable aujourd'hui d'exploiter des opportunités de marché dans des gisements de simple B à vraiment très haut rendement, des gisements un peu plus distress, qui nous permettent de nous différencier sur nos produits high beta. Et ça, quand on remonte les chaînes de valeur, donc je parle de chaînes de valeur, mais sur la transition énergétique, on parle souvent de génération d'électricité ou de véhicules électriques. La génération d'électricité, il y a plein de moyens de la rendre plus verte. Un des premiers moyens de convertir une centrale à charbon, c'est d'utiliser de la biomasse. On peut parler de la biomasse sur plein d'aspects environnementaux, mais un producteur de granules de bois, par essence, va être plus cyclique de par son activité. Sa cyclicité va lui donner du rendement et on peut trouver aujourd'hui des acteurs qui se positionnent sur ce segment de marché de manière très responsable sur toutes leurs externalités. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais donc c'est vraiment l'application méthodologique sur le high yield, comment on fait ça. D'accord, merci. Et Colline, alors à la financière de l'échiquier, comment vous fonctionnez ? Donc pour ne pas être très original, à la financière de l'échiquier, on a aussi un modèle propriétaire qu'on a développé en interne. On a même plusieurs modèles. On a un modèle d'analyse des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Et on a 2 modèles d'analyse sur la thématique de l'impact. Un modèle d'analyse de la contribution des entreprises aux objectifs de développement durable de l'ONU. Donc quelles sont les solutions environnementales ou sociales qu'elles peuvent apporter à différents enjeux environnementaux et sociaux des prochaines années. Et également un modèle de mesure de l'impact de la maturité climatique des entreprises. Un des axes un peu différenciants à la financière de l'échiquier, c'est l'importance accordée à la gouvernance. C'est quelque chose de clé dans notre modèle d'analyse depuis notre création. On est convaincu qu'une entreprise qui aura à sa tête des dirigeants convaincus que le développement durable est quelque chose de stratégique pour le développement de l'entreprise, alors ils seront en mesure d'insuffler des pratiques environnementales et sociales qui seront créatrices de valeur dans la durée pour l'ensemble des parties prenantes sur les aspects environnementaux et sociaux. Et donc l'analyse de la gouvernance, c'est vraiment au cœur de notre modèle d'analyse des critères ESG, et c'est une analyse qui est systématiquement internalisée, réalisée par l'ensemble de l'équipe de gestion. Donc on a formé l'ensemble de notre équipe de gestion à l'analyse ESG, et l'ensemble des analyses sont produites par tous les gérants et analystes de nos différents fonds sous notre contrôle. Et peut-être un de nos axes différenciants, c'est qu'on a une gamme aujourd'hui de produits d'impact. Comme le mentionnait Léa, l'impact pour nous, c'est un niveau supplémentaire après l'ISR. On va se poser des questions encore plus approfondies, on va être encore plus sélectif sur les émetteurs qu'on va accompagner, on va faire de façon encore plus significative ce qu'on appelle de l'engagement actionnarial. C'est quelque chose qui est aussi très important pour nous et qui est facilité par le fait qu'on a une réelle proximité avec les entreprises dans lesquelles on investit, et donc on arrive à lier des relations de confiance qui nous permettent de dialoguer avec elles dans la durée et de les accompagner dans l'amélioration de leurs pratiques. Mais qui dit impact dit également reporting d'impact, et ça c'est très important, en particulier pour les clients particuliers, parce que ça permet de rendre très concret là où va leur argent, quel est l'impact concret de chaque euro investi dans un fonds d'impact, et c'est quelque chose qui nous tient très à cœur et sur lequel on met beaucoup d'énergie. D'accord. Effectivement, c'est aussi ce qui donne du sens. Alors, en ce qui concerne les labels, parce que quand on essaie de s'y retrouver, nous, CGP, on va aller regarder si les fonds sont labellisés, par qui. Il y a plusieurs labels, on est un peu perdu parfois. Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ? Léa, je crois que vous connaissez bien le sujet. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que à l'époque, quand le label d'État français a été lancé, donc les discussions avec Bercy, puisque c'est un label sous l'égide du ministère des Finances, ont duré 2 ans, de 2013 à 2015. Ça a été un grand débat pour arriver finalement à un label qui, c'est très important, est un label de process. Qu'est-ce que ça veut dire, hein ? Je vais schématiser. Il vient de changer, mais je vais schématiser en tout cas celui que l'on connaît aujourd'hui. Le label ISR, quand vous l'obtenez, c'est parce que vous avez une recherche extra-financière au départ, donc externe, interne, peu importe sa qualité. Ensuite, vous allez utiliser cette recherche dans la sélection de vos titres avec une exigence minimum de 20% d'exclusion de votre univers de départ. C'est assez facile à obtenir. Et puis ensuite, vous allez devoir faire un reporting extra-financier sur votre reporting mensuel avec un indicateur E, un indicateur S et un indicateur G. À aucun moment dans ce label, on vous explique qu'il ne faut pas investir sur certains secteurs, que ce soit des secteurs controversés pour des raisons d'éthique
d'éthique ou autre. À aucun moment on vous dit qu'une valeur qui serait très très mauvaise, il ne faut pas l'investir non plus. En fait, vous êtes libre de ce que vous voulez. Ce qui conduit un peu à la confusion souvent, où on ouvre un fonds ISR et on se retrouve avec des valeurs qui sont totalement contre-intuitives avec le développement durable. Vous pouvez absolument tout mettre. Donc en France, on a le label ISR, on a également le label Greenfin, qui sa logique est très différente pour le coup, parce que c'est un label vraiment dédié aux enjeux environnementaux et donc qui va sélectionner vraiment des activités autorisées, d'autres qui ne le sont pas, donc qui est un petit peu plus restrictif là. Et d'ailleurs, beaucoup moins de fonds labellisés. Oui. Ça, c'est la première chose. C'est pas très adapté à certaines classes d'actifs. Et puis, vous avez d'autres labels. Il y en a plus de 10 en Europe. Donc, ça crée la confusion. En fait, ce sont des labels nationaux. Le label belge est sorti il y a 1 an et demi maintenant. Et c'est vrai qu'il est assez reconnu parce qu'il a imposé des exclusions dans des secteurs qui étaient contre-intuitifs, notamment pour le grand public. Donc, le pétrole, évidemment, l'armement, le tabac, le charbon. Donc, vous ne retrouverez pas normalement dans les fonds labellisés avec le label belge ce type de secteur. Bon, néanmoins, une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il ne faut pas s'arrêter au seul label. Et pour faire très très court, je crois que évidemment la démarche de l'entreprise en tant que gestion d'actifs est très importante, sa transparence et comme je le disais, la composition des portefeuilles. Parce qu'il y a autant d'ISR que de clients finalement. C'est-à-dire que vous aurez des clients qui auront certaines appétences pour certains secteurs, des clients qui vont vouloir certains types de thématiques, la santé, l'environnement, d'autres qui vont vouloir des fonds extrêmement variés, extrêmement diversifiés en secteur, parce qu'ils veulent une gestion diversifiée. Le tout, c'est ce que l'on vend et que ce soit en cohérence avec ce qu'il y a dans le portefeuille. Donc la première étape, une fois qu'on a validé le label, c'est d'aller regarder si sur le site internet, il y a un accès à l'intégralité du portefeuille et si ce portefeuille est cohérent avec ce qui est annoncé. D'accord. Colline, je crois que vous vouliez rajouter un mot sur les labels. Oui, alors moi je suis convaincue que c'est une première étape importante quand on est un conseiller en gestion de patrimoine et qu'on doit choisir des fonds ISR pour ses clients. Avoir la garantie qu'ils ont le label, c'est déjà une première case cochée. Ça vous garantit un certain nombre de choses en termes de transparence, d'engagement, de process. Mais c'est certainement pas suffisant et en fonction de l'appétence de vos clients, de leur niveau d'exigence sur le sujet, eh ben, il faut se retrousser les manches et aller creuser un peu plus loin. Et la transparence, ça c'est vraiment quelque chose de clé pour vous permettre de le faire. Et moi, je pense que, comme le disait Léa, faire le test, d'aller sur le site de la société de gestion et de chercher l'information. Si vous avez déjà du mal à la trouver, c'est globalement un mauvais signal. Une entreprise qui fait de l'investissement responsable de façon sincère et engagée doit être en capacité de vous mettre à disposition des reportings détaillés, les inventaires de son portefeuille et tout ce qui peut être nécessaire pour que vous fassiez une idée sur sa façon de travailler. Et je rajouterais peut-être un élément important. Je pense qu'aujourd'hui, derrière ces enjeux de développement durable, il y a un enjeu de cohérence globale. C'est important de faire de l'ISR, mais c'est important de vous poser la question de quelle est la société de gestion qui gère mes fonds ISR et est-ce que cette société de gestion, elle s'applique à elle-même, c'est ce qu'elle demande aux entreprises dans lesquelles elle investit. Est-ce qu'elle a une démarche RSE? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la culture de l'entreprise? Et ça, je trouve qu'aujourd'hui, c'est un des critères de choix assez intéressants à creuser quand on choisit un fonds ISR, c'est l'adéquation entre les valeurs, les convictions de la société de gestion et ses politiques d'investissement. D'accord. Et est-ce qu'on peut revenir un peu sur les performances de cette année 2020 si particulière? Je pense que, a priori, ISR n'exclut pas les performances, bien au contraire. Alice, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis certaine que non seulement ça n'exclut pas des bonnes performances, et surtout qu'à l'avenir, en fait, il est clair que compte tenu de l'intérêt collectif que nous avons, que les investisseurs ont et des flux qui vont arriver, il est certain que les fonds ISR performeront, d'autant que, évidemment, toutes les controverses vont être de plus en plus, sanctionnées rapidement, et on l'a vu cette année sur certaines sociétés. Donc, très clairement, l'un n'exclut pas l'autre. Alors, si vous voulez me parler de nous, notre fonds santé, donc l'année dernière, a fait plus 2,3%. C'est un fonds Action Internationale Santé. En fait, il y a eu des sociétés qui ont eu des primes Covid et puis le reste de l'ensemble du marché de la santé, surtout le marché américain, compte tenu du fait qu'on était en période électorale aux États-Unis, a été maintenu sous pression assez fortement. Il faut savoir qu'à chaque fois que vous avez une élection aux États-Unis, en fait, une des grandes rhétoriques politiques, c'est l'encadrement des prix des médicaments et donc ça a créé une forme de couvercle, mais on est assez content puisqu'on est devant plusieurs de nos concurrents et des concurrents pas des moindres sur la thématique santé alors qu'on a un biais
beaucoup plus low vol, donc avec une volatilité beaucoup moins importante que nos confrères. Sur la robotique, en fait, donc on a un fonds sur la robotique. Alors, c'est pas de la robotique où on achète des grandes GAFA, donc on aurait pu faire des performances encore plus importantes. Nous, c'est de la robotique industrielle. On est passé de l'automatisation des chaînes de production à la robotisation des chaînes de production. On intègre du deep learning, du big data pour améliorer les processus de production. Ça, c'est notre premier angle. Le deuxième, c'est évidemment de la robotique santé. C'est notre spécialité. Et ça a plutôt pas mal marché. Donc, on a fait 24% l'année dernière, ce qui reste, je crois, très honorable au regard de l'année qu'on a tous connue. Effectivement. Est-ce que vous voulez parler un petit peu des performances ? On peut tous faire un point là-dessus. Je pense que c'est important parce qu'effectivement, ça démontre ce qui est évoqué depuis le début de cette conférence, c'est-à-dire que l'ISR est un investissement rentable. Donc effectivement, nous, sur la gamme des 7 fonds que l'on a, on a des gestions actions, donc un fonds d'action international pour commencer sur les thématiques de la santé et des technologies plutôt liées à l'environnement qui fait plus 27% l'année dernière avec une volatilité très contenue par rapport à son indice. Pareil, pas de GAFA, pas ce type de valeur parce que on fait pas du stock picking en mettant Google et Amazon, honnêtement. Et d'ailleurs, en termes d'ISR, c'est discutable aussi. D'autre part, on a un fonds d'impact, action zone euro, qui a fait plus 9 ou 10% l'année dernière, donc également une performance intéressante. Un fonds climat dont je ne peux pas parler des performances, mais qui s'annonce très bien. Il a été lancé l'année dernière, tout récemment. Et puis le fonds patrimonial, Alterosa, qui est notre fonds mixte action-obligation, qui a terminé l'année à plus 1,5. Donc ce qui était plutôt acceptable également. Peut-être rapidement, l'étude dont je vous ai parlé en introduction menée à la financière de l'échiquier, elle se base sur nos données ESG internes qu'on exploite dans le cadre de la gestion de l'ensemble de nos fonds ISR. Et la performance qu'on a pu constater dans l'étude a été également constatée sur l'ensemble de nos portefeuilles ISR qui ont tous terminé l'année largement positifs, en particulier sur notre classe d'actifs small et mid cap, où on fait un vrai travail d'investigation auprès des entreprises pour déterminer leur score ESG, parce que c'est des entreprises qui souvent ont peu de transparence sur ces enjeux-là. Seulement, si on prend le temps d'aller leur parler, on a généralement accès à un certain nombre de données. Également, notre fonds d'impact autour des objectifs de développement durable de l'ONU qui a eu une performance plus qu'honorable pour cette année 2020. Et de notre côté, on rejoint le club qui veut valider que les stratégies avec une approche, notre thématique climatique ont très bien performé en 2020. Du côté action, j'ai pas les chiffres exacts en tête parce que c'est pas les stratégies que je gère, mais en tout cas, on avait écrit un papier qu'on peut vous faire suivre sur demande sur justement notre sous-performance par rapport aux autres fonds ISR et à la classe d'actifs large cap equities non ISR. Et au sujet des fonds crédit, donc que je gère, on est en tête de peer group, que ce soit le peer group non ISR ainsi que nos peer group ISR à haut rendement à maturité. Voilà. Très bien. Et alors, c'est un sujet qui vous anime vraiment, j'ai l'impression, vous êtes passionné. Et il y a un besoin aujourd'hui d'évangéliser, de faire connaître l'ISR au grand public. Je crois que vous avez des stratégies pour faire connaître ce sujet, le faire mieux comprendre. Alice. Oui, moi je veux bien. Moi, ma manière de faire connaître les choses, c'est d'expliquer dans quelle société on investit et donc de donner du sens à la fois à travers les thèmes, mais à travers les sociétés elles-mêmes. C'est vrai que quand on explique en fait aux gens qu'on investit dans des sociétés, par exemple, qui créent des solutions robotisées pour protéger et le patient quand il se fait opérer et le praticien pour éviter les radiations, par exemple dans le cadre d'opérations vasculaires très spécifiques, il y a une société qui a développé une solution pour être derrière un mur et fonctionner avec un joystick pour le praticien et ça évite qu'il ait des radiations en fait assez importantes à cause des solutions d'imagerie qu'il utilise pour faire les opérations. Quand on raconte ce genre d'investissement, forcément on crée un contenu qui a du sens. Ce contenu peut être utilisé par le conseiller en gestion de patrimoine pour en parler au client et le client en fait a le sentiment d'investir dans quelque chose qui est bon pour lui, pour l'humanité et qui va probablement lui rapporter de l'argent parce que cette société a peut-être fait 253% l'année dernière
en bourse. Voilà ma manière de faire, c'est de raconter les histoires d'entreprise parce que je pense qu'au-delà de tous les sigles, de toutes les réglementations, de toutes les normes et j'en passe, puisque Léa nous a parlé de beaucoup de types de labels qui existent et il y en aura encore probablement d'autres. Ce qui est certain, c'est qu'en fait, le client final a envie de comprendre ce dans quoi il est investi. Et c'est pour ça que j'ai créé ma société. Et donc, je suis très agréablement surprise de voir que tout le monde recherche du sens et tant mieux, c'est bon pour nous tous et pourvu que ça dure. J'ai envie de rebondir sur ce qu'a dit Alice parce que c'est vraiment très important. Je souscris mais alors parfaitement à ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une dichotomie telle entre l'économie réelle et l'économie financière que finalement l'épargnant s'y perd. Donc donner du sens, c'est une évidence. Expliquer ce que font les entreprises, c'est une évidence. Et souvent, quand on me disait, moi, au tout début des premières grandes conférences que vous connaissez tous pour les conseillers en gestion de patrimoine, où sincèrement, quand on demandait qui connaissait l'ISR ou qui avait de l'intérêt pour le développement durable, il y avait une main qui se levait et encore. Aujourd'hui, tout le monde a de l'intérêt, mais c'est finalement assez simple. Quand vous regardez un fonds et que on vous donne son positionnement en vous disant, voilà, la nette dette moyenne sur EBITDA du fonds est à 3,5 et le PE moyen est à 22,4, je suis désolée, même si c'est très financier, ça paraît très sérieux, ça parle pas beaucoup. Ça n'empêche qu'on peut en parler, évidemment. Mais à expliquer l'histoire d'une entreprise, c'est à nouveau revenir dans le concret, l'économie réelle et réconcilier aussi beaucoup de ses clients qui finalement ne font plus confiance au marché financier déjà depuis quelque temps. Donc voilà, je partage totalement cette On idée. est d'accord. Oui, alors en termes de pédagogie relative à l'ISR, à la financière de l'échiquier, c'est vraiment un de nos chevals de bataille. On considère qu'il faut que nos partenaires conseillers en gestion de patrimoine soient à l'aise avec cette matière de façon à ce qu'ils puissent en parler à leurs clients et leur permettre de se l'approprier. Alors on a lancé pour cela 2 innovations pédagogiques ces dernières années. Il y a plus de 2 ans maintenant, on a créé ce qu'on appelle l'école de l'ISR, qui est un programme pédagogique de formation des conseillers en gestion de patrimoine, donc en présentiel à l'ISR. Donc on va voir l'ensemble de nos partenaires pour les former, les sensibiliser et répondre à toutes leurs questions sur le sujet, et de façon à décupler un peu le pouvoir de ce programme qui fonctionne très bien parce qu'on a formé plus d'un millier de personnes déjà grâce à ce programme. On a développé cet automne un podcast vraiment à destination du grand public, donc à la fois des partenaires CGP et de leurs clients, un podcast pédagogique sur la finance responsable qui s'appelle Un pied devant l'autre, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast et qui a vraiment pour objectif de décrypter les différents éléments de l'investissement responsable pour que chacun puisse vraiment comprendre comment ça fonctionne, se l'approprier et potentiellement ensuite ou en proposer à ses clients ou en tant que client aller faire la demande de l'ISR à son conseiller en gestion de patrimoine. Donc c'est quelque chose de très important pour nous et on est convaincus que le conseiller en gestion de patrimoine est un maillon essentiel dans la chaîne. Pour que l'offre rencontre la demande, il faut qu'il soit formé et sensibilisé à ce sujet. Et on sent que c'est de plus en plus le cas et donc on est très content de pouvoir contribuer à ça. Et finalement, je vais rejoindre tout le monde. J'ai très peu de diversification à apporter pour nous. Il y a à la fois la pédagogie nécessaire au niveau de nous, l'entreprise, par rapport à nos clients, que ce soit les conseillers en gestion de patrimoine, les banques privées, nos clients institutionnels, même sur nous, notre approche, communiquer sur qu'est-ce que fait la Française. Et je pense que pour vous, pour les conseillers de gestion en patrimoine, c'est déjà identifier telle ou telle maison, comment elle est engagée sur l'ISR, comment elle en parle et est-ce qu'elle est transparente et cohérente sur ce qu'elle fait. Et ensuite, dans un second temps, le produit spécifiquement. Puisque, comme on le sait tous, en fonction de la classe active dans laquelle vous voulez investir, il n'y a pas aujourd'hui le même choix de produit. Donc là, il s'agit de finalement mettre au clair comment se différencient les produits pour pouvoir en parler avec un langage commun et retomber sur cette notion de donner du sens pour que le client final, finalement, puisse vraiment identifier, OK, quand j'investis dans ce fonds me donne les clés de traduire ces 100 € investis, ou peut-être à une plus grande échelle, vont éviter tant de kilogrammes de carbone. Et ces kilogrammes de carbone, qu'est-ce que ça représente en termes de mettons, d'arbres équivalents que je devrais planter si je voulais le compenser. Tout ça, c'est un cheminement qui va finalement, pour l'intention du client initial, de mettre son euro vers une stratégie plutôt qu'une autre, va pouvoir vraiment lui donner des éléments concrets de ces produits-là. Ils ont vocation à faire travailler votre argent, votre épargne dans ce sens-là. Et je pense qu'on essaye tous, à notre manière, de lier ce cheminement. Et j'espère qu'on y arrivera tous très bientôt, bien sûr.
Alors, une dernière question que sûrement beaucoup de personnes se posent. On a rarement la chance d'avoir une gérante autour d'une table ronde. Aujourd'hui, on en a 4. Est-ce que c'est un hasard? Comment expliquer Je peux répondre à cette question Oui. très franchement. Oui. Eh ben, c'est marrant parce qu'il y a 20 ans, quand on proposait de l'ISR dans les grandes maisons ou même dans les plus petites, personne ne voulait y aller. Et donc, bizarrement, c'était toujours sur les femmes que ça tombait. Et il se trouve qu'aujourd'hui, les spécialistes sont beaucoup plus féminines que masculines. Ou masculines, Et pardon. puis, ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on s'est installé là toutes les 4, en fait, le peu de personnes qui sont dans la salle, la première phrase qui a été dite, c'est tiens, il y a 4 femmes. Alors il faut dire à ceux qui n'ont jamais vu un panel financier, en fait, ça n'arrive jamais. Historiquement, enfin toujours, en fait, en général, si vous avez une femme, c'est déjà un miracle. Là, 4 femmes, c'est carrément le grand chelem. Alors là, on peut se poser des questions dans un sens ou dans l'autre, mais en tout cas, peut-être qu'on est l'avenir de la finance. Merci beaucoup en tous les cas pour cet éclairage. C'était vraiment très clair, ça nous a permis de mieux comprendre ce qu'est l'ISR. Moi, l'ISR, ça me fait un petit peu penser quelque part au bio. C'est-à-dire que il y a un label, on a du mal à s'y retrouver, parfois c'est industrialisé, parfois on peut faire les choses très bien sans avoir le label bio, comme faisaient nos grands-parents, faire de la finance en allant sur des boîtes qui ont du sens. En tous les cas, c'est toujours quasiment indispensable et un plus. Et je pense que c'est un très grand avenir. Merci beaucoup, mesdames. Et à bientôt. Merci.